qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Cheikh Ahmadou Bamba, les ennemis de Cheikh Ahmadou Bamba n'ont pas compris qu'ils avaient en face de le rabbi qui ne change jamais, le Messie noir, car il a toujours été noir. Quand il est venu au Sénégal, il avait ses talibés. Et personne, dans le cas négatif, qui à chaque fois blanchissent le maître, n'ont pas l'idée de refaire la face des talibés du maître. Et donc, avec la venue de Cheikh Ahmadou Bamba, les talibés sont des preuves vivantes car les talibés de Cheikh Ahmadou Bamba étaient ceux qui accompagnaient Wantamatama, je veux dire ce que le monde a appelé Bouddha. Les talibés du Sénégal font partie de ces apôtres, de ces disciples de Yeshua, Issou. Mais Issou original, Issa, le noir, comme Cheikh Ahmadou Bamba. Des preuves vivantes. Avec le même, les preuves sont vivantes. Qui dit mieux? Nous allons aller étape par étape. Dans cette série de vidéos, nous allons parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Certains l'ont déjà fait, donc je m'adresse aux Sénégalais, je m'adresse à la famille de notre bien-aimé Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, suñu Serigne Aduna. Nous sommes au Sénégal, à la fin des années 1880, où les colonisateurs français sont confrontés à la résistance farouche d'un jeune roi coriace, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, qui, pendant 25 ans, est leur véritable cauchemar sur le champ de bataille. Cependant, le destin peut être cruel. En octobre 1886, Lat Dior est vaincu et disparaît de la scène. Les colonisateurs français pensent alors que la victoire est enfin à portée de main, la résistance est brisée et que leur domination est incontestable. En partie, ils ont raison, car ils semblent désormais contrôler tout le Sénégal. La résistance armée s'évanouit avec la mort de Lat Dior, laissant place à une politique d'assimilation visant à transformer culturellement le peuple sénégalais en une copie conforme des hommes français blancs. Pourtant, un homme extraordinaire surgit, défiant toute attente et renversant l'oppression coloniale. Son nom résonne encore comme un cri de liberté. Cheikh Ahmadou Bamba, connu également sous le nom de Serigne Touba. Il incarne la résistance, la détermination et une foi inébranlable dans la lutte pour la liberté de son peuple. Dans la lignée de Samori Touré, Maba Diakhouba et El Hadj Omar Foutiyou Tall, il reprend le flambeau de la résistance ouest-africaine, la rendant pacifique et culturelle. Mais c'était loin d'être facile pour lui, car il sera soumis à toutes sortes de privations et de procès pendant plus de 30 ans, et pourtant il ne renoncera jamais à sa cause. Comment un homme pacifique, non violent, réussirait-il à défier les colonisateurs français et à résister à leur persécution, et ce, pendant si longtemps?
C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers l'histoire incroyable de la résistance de Cheikh Ahmadou Bamba face aux colonisateurs français. Et c'est parti. L'histoire nous a appris que l'islam s'est très rapidement propagé en Afrique de l'Ouest. En effet, des savants arabes ont parcouru le désert sur des chameaux pour enseigner la religion aux habitants de la région, créant des écoles coraniques partout. L'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest commence donc sous les Almoravides, qui étaient des dirigeants berbères gouvernant certaines parties de l'Afrique du Nord et de l'Espagne musulmane entre le 9e et le 12e siècle. Ils ont donc joué un rôle important dans la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest, en particulier dans la région du Tekrour, située dans la boucle du Sénégal. À cette époque, le Sénégal était un endroit diversifié, composé de nombreuses tribus, certaines pratiquant des religions païennes et d'autres étaient musulmanes. Ces tribus étaient dirigées par différents chefs tribaux. Avant l'émergence de Cheikh Ahmadou Bamba, l'islam avait déjà pris racine grâce à des groupes tels que les Peuls, les Touaregs, ainsi qu'à des révolutionnaires comme Samori Touré, Maba Diakhouba et El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ces derniers ont promu des valeurs telles que l'égalité, la justice, la dignité et la fierté au sein de la société ouest-africaine. C'est dans ce cadre que Ahmadou Bamba, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba ou Serigne Touba, est né vers 1853 dans la ville de Mbacké Bawol, au nord-est du Sénégal. Cette ville a été établie par son grand-père Maharam Mbacké aux alentours de 1780. À l'époque de sa naissance, le Sénégal était un endroit où coexistaient différentes cultures et gouvernements. Bien que les ancêtres de Ahmadou Bamba aient des origines foutanké, il a grandi dans la culture wolof, établissant ainsi un lien spécial entre ces deux groupes. Sa mère, Sokhna Mame Diarra Bousso, était une Peul originaire de Goléré, réputée pour sa grande piété religieuse et respectée dans toute la société sous le nom de voisine de Dieu. Quant à son père, Momar Anta Sali Mbacké, il était un marabout de la confrérie soufie Kadiriya, l'une des plus anciennes au Sénégal. Il occupait le poste important de cadi du royaume, nommé à la fois par Maba Diakhouba et le Damel Lat Dior. Son rôle consiste donc à s'occuper des affaires civiles, judiciaires et religieuses, notamment en résolvant des questions comme les mariages et les héritages. Dès son plus jeune âge, Ahmadou Bamba manifeste un vif intérêt pour la dévotion religieuse. Il préfère suivre les pratiques religieuses de son père plutôt que de jouer avec d'autres enfants. Pendant sa jeunesse, il consacre son temps à l'étude des sciences islamiques et à l'enseignement de ses connaissances aux autres. À l'époque du conquérant Maba, les parents d'Ahmadou Bamba ainsi que de nombreux habitants du Bawol et du Jolof avaient émigré vers le Saloum avec Maba Diakhouba. Après la mort de ce dernier, de nombreux immigrants retournent dans leur région d'origine. Le père d'Ahmadou Bamba se dirige alors vers le Kayor avec le Damel Lat Dior, tandis que Ahmadou Bamba lui-même, son oncle et sa famille sont restés au Saloum. Là-bas, le jeune Ahmadou Bamba continue son apprentissage et s'initie à divers aspects de la théologie islamique. Quand son instruction a été bien avancée, il rejoint son père qui s'était installé à Kër Amadou Yalla, la capitale du royaume du Kayor à l'époque. Le Damel Lat Dior, lui, a une grande affection pour Momar Anta Sali et le nomme comme son conseiller de confiance. Cependant, Momar n'a aucun intérêt pour les richesses ou le pouvoir du roi. Sa relation avec le roi était motivée uniquement par le souci de protéger les intérêts de sa famille. C'est pourquoi, bien qu'il soit à la disposition du Damel, Momar décide de créer son propre village, Mbacké Kayor. Cela était d'autant plus nécessaire que Momar était un enseignant et l'enseignement ne pouvait pas être efficacement réalisé à la cour royale. Le village de Momar était situé près du Damel, ce qui rendait la communication facile et rapide. Pendant son séjour au Kayor,
Ahmadou Bamba continue à étudier intensivement les sciences islamiques et brille dans toutes les disciplines religieuses. Lorsque son père remarque ses compétences exceptionnelles en littérature et en religion, il lui confie des tâches d'enseignement. Il enseignera donc les leçons aux élèves en l'absence de son père et s'en acquittera avec succès. Après la mort de son père en 1883, Ahmadou Bamba a environ 30 ans et va désormais s'engager pleinement dans une quête spirituelle. Il va rompre tous ses liens avec les dirigeants politiques, y compris Lat Dior, et se tourne vers le soufisme avec une dévotion renouvelée. Certains de ses proches ont du mal à accepter sa montée en prestige car il venait du même milieu qu'eux et ils ne voulaient pas être dominés par lui. Leur jalousie se manifeste alors par des attaques verbales et physiques contre lui, le forçant à quitter la mosquée principale qu'il avait construite et à en fonder une nouvelle. Cette nouvelle mosquée est devenue plus animée que la première, ce qui a accru les sentiments hostiles envers Ahmadou Bamba. En plus de l'hostilité de ses proches, Ahmadou Bamba doit faire face à celle des dirigeants locaux. En effet, ces dirigeants entretenaient des relations amicales avec son père et voulaient que Ahmadou Bamba maintienne ces relations, mais il va refuser catégoriquement. Son refus va être très mal interprété comme un mépris de leur part et ils vont même penser qu'il méprisait l'attitude de son père envers eux. En réalité, Ahmadou Bamba adressait des avertissements respectueux à son père, l'incitant à s'éloigner des dirigeants car il croyait que leur prestige dans ce monde pouvait conduire à des problèmes dans l'au-delà. Son père reconnaissait la justesse de ces avertissements, mais soulignait que ses intérêts ne pouvaient être préservés autrement. À la fin des années 1880, le rayonnement grandissant de Cheikh Ahmadou Bamba suscite des préoccupations au sein de l'administration coloniale et suscite des rivalités parmi certains chefs traditionnels du Bawol qui craignent de voir leur autorité remise en question. À cette époque, les troupes françaises font face à une résistance acharnée menée par le jeune roi Lat Dior Diop qui pose de sérieux problèmes à l'armée française sur le champ de bataille. De plus, Ahmadou Bamba avait réussi à convertir plusieurs rois traditionnels et leurs partisans, laissant présager la possibilité de mobiliser une grande force militaire, à l'image des dirigeants musulmans tels que El Hadj Omar Foutiyou Tall, Maba Diakhou Ba et Samori Touré, qui avaient constitué de véritables défis pour les Français par le passé. Malheureusement, ces dirigeants avaient tous été vaincus en raison de la supériorité militaire et technologique de leurs adversaires. La réputation de Cheikh Ahmadou Bamba était telle que des foules entières se ruaient vers lui en quête de conseils, d'aide ou de guérison. Tous ceux qui venaient à lui, qu'il s'agisse d'enseignants, de malades ou d'autres personnes, étaient assurés de recevoir son affection et son dévouement inconditionnel. Même Lat Dior, le héros national du Sénégal et dernier roi du Kayor, se confiera au cheikh et avait reçu ses prières avant de trouver la mort sous les balles de l'armée coloniale en 1886. Pour consolider sa foi, Ahmadou Bamba va construire deux villes, Darussalam, la demeure de la paix, et Touba, la bénédiction, cette dernière étant particulièrement importante pour lui. Il a choisi Touba comme centre spirituel après avoir eu une vision de lumière pendant une prière sous un arbre. Ahmadou Bamba était engagé dans un concept de djihad, mais il était très différent de l'idée traditionnelle de guerre sainte. Pour lui, le djihad signifiait principalement une lutte non violente et une transformation intérieure. Ce qui est révolutionnaire chez Ahmadou Bamba, c'est son ouverture à tous, indépendamment du statut social. Les membres de son mouvement étaient appelés mourides, ce qui signifie essentiellement étudiants ou chercheurs de Dieu en soufisme. Tout le monde est le bienvenu, y compris les esclaves, les griots locaux et les personnes de toutes origines. Ahmadou Bamba encourage également ses disciples à avoir des professions pour subvenir à leurs besoins, considérant que c'était essentiel pour mener une vie spirituelle épanouissante. Il avait même l'habitude de dire à ses disciples: « Travaillez comme si vous ne quitteriez jamais ce monde,
et priez comme si vous deviez mourir demain. Les Mourides sont devenus célèbres pour leur éthique de travail acharné et leur contribution à la production d'arachide. Même si le roi du Jolof, Alboury Ndiaye, encourage Ahmadou Bamba à prendre les armes contre les Français, il va refuser et va continuer de prêcher la non-violence. Cependant, cette approche non conventionnelle suscite des inquiétudes parmi les autorités coloniales et les chefs locaux qui craignent la remise en question des hiérarchies sociales. En 1889, le gouverneur français Clément Thomas tente de dissoudre le mouvement, mais les disciples d'Ahmadou Bamba ont résisté. Une persécution s'ensuit, forçant les Mourides à migrer vers Touba. Quelques années plus tard, à la faveur des plaintes de marabouts et chefs traditionnels jaloux du succès mouride, l'administration coloniale ordonne la dispersion des disciples de Touba et des cheikhs intronisés par Ahmadou Bamba. Après plusieurs mesures restrictives prises contre Cheikh Ahmadou Bamba, ce dernier sera arrêté à Djawol, en Mauritanie, le 10 août 1895. À ce moment, la vie d'Ahmadou Bamba prend un tournant décisif, car il va être activement persécuté par les puissances coloniales, en plus de continuer sa lutte pacifique avec sa plume. Malgré cette persécution, il est resté fidèle à sa résistance non violente contre les autorités françaises et il a clairement exprimé son engagement envers cette cause. À cette époque, la seule faute d'Ahmadou Bamba aux yeux des colonisateurs était d'être un guide religieux populaire qui ne reconnaissait que Dieu comme seul maître. Lors de sa captivité, ses disciples sont prêts à prendre les armes pour combattre les Blancs, mais Ahmadou Bamba leur ordonne de ne pas le faire. Il explique qu'il était le seul à pouvoir se battre sans verser le sang de qui que ce soit. Il leur demande donc de retourner chez eux en leur assurant qu'ils seraient bientôt de retour. À ce moment-là, ses disciples ne pouvaient pas imaginer que plusieurs longues années s'écouleraient avant de revoir leur guide spirituel et beaucoup d'entre eux pensaient même qu'ils ne le reverraient jamais vivant. Pourtant, Ahmadou Bamba avait une conviction inébranlable qu'il surmonterait toutes ces épreuves. Une fois arrêté, les autorités françaises transfèrent Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis, qui était la capitale coloniale du Sénégal de cette époque. Le 5 septembre 1895, il est convoqué devant le Conseil d'État de Saint-Louis pour être jugé. Le directeur des affaires politiques de l'époque considère que Ahmadou Bamba aspire secrètement à devenir le véritable dirigeant du Baol, puis du Jolof, par l'intermédiaire de personnes de confiance. Il exprime l'idée selon laquelle Ahmadou Bamba est en réalité un djihadiste, comme d'autres leaders africains musulmans de l'époque, et qu'il ne devait pas échapper à leur contrôle cette fois-ci. Le but des autorités était de mettre fin définitivement à sa résistance. Lors de ce procès, Cheikh Ahmadou Bamba effectue une prière symbolique de 2 rakas devant le bureau du gouverneur avant de prendre la parole devant le conseil. Il affirme et atteste qu'il ne se soumettrait qu'à Dieu. Avec cette prière et sa détermination à ne pas se plier aux exigences des colonisateurs, Ahmadou Bamba commence sa résistance passive. Pendant ce procès, le conseil privé avait également convoqué d'autres chefs religieux pour les contraindre à signer des déclarations niant l'existence de Dieu, du prophète et la véracité du Coran. Cependant, Ahmadou Bamba refuse de signer de telles déclarations et réaffirme sa foi en l'unicité de Dieu. En représailles, il sera jeté dans une cage en compagnie d'un lion féroce et affamé dans le jardin d'essai de Ndar à Saint-Louis. L'intention des colons est claire, se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Cependant, le lion, au lieu de l'attaquer, devient subitement docile devant le cheikh qui lui donnera à manger du pain et des dattes qu'il avait sur lui. Le conseil colonial, inquiet, envisage alors 3 options pour résoudre définitivement le cas de Ahmadou Bamba. L'éliminer physiquement, le maintenir en résidence surveillée à Saint-Louis ou l'exiler dans un endroit où il n'aurait aucune chance de survie. Finalement, ils choisiront la 3e option, c'est-à-dire l'exil, en comptant sur les conditions climatiques pour affaiblir Ahmadou Bamba
et son influence. Après son jugement, Ahmadou Bamba va être renvoyé à Dakar où il arrive peu avant le coucher du soleil. On l'installe dans une maison, mais alors qu'il s'apprête à rompre son jeûne et à prier, un agent français vient le chercher et le conduit dans une cellule sombre, chaude et humide qui dégageait une très mauvaise odeur. Ces conditions de détention à Dakar, en particulier au camp actuel de Djal Diop, étaient très strictes et difficiles à supporter. Le cheikh comprend alors que c'était une épreuve que Dieu avait décidé de lui infliger et il a choisi de faire preuve de patience, de satisfaction et de reconnaissance envers Dieu, car cela pouvait empêcher des malheurs encore plus graves. Le 21 septembre 1895, Ahmadou Bamba sera embarqué à bord d'un navire brésilien nommé ville de Pernambuco à destination des jungles du Gabon, un endroit où les condamnés étaient souvent envoyés avec l'espoir qu'ils ne survivraient pas. Cependant, avant son embarquement, Ahmadou Bamba ne savait même pas où il était envoyé jusqu'à ce qu'une personne vienne lui annoncer l'arrivée d'un nouveau gouverneur qui n'avait pas encore eu de contact avec les habitants locaux. C'est alors qu'il apprend qu'il était en route pour le Gabon. L'envoyé du gouverneur lui conseille donc d'écrire au gouverneur pour prouver son innocence et demander sa libération. Cependant, alors qu'il commence à écrire, Ahmadou Bamba change soudainement d'avis et informe l'envoyé du gouverneur qu'il ne pouvait pas continuer à écrire. En effet, Ahmadou Bamba avait reçu un ordre de Dieu de ne pas accepter la demande, même si l'envoyé insistait pour sa libération. À cette époque, le Gabon était une forêt tropicale dangereuse où tous ceux qui résistaient à la domination des colons étaient déportés et maintenus en isolement total. Cela avait été le sort de combattants de la liberté tels que Samori Touré et de nombreux autres qui avaient péri dans cette forêt. C'est pourquoi les Français avaient opté pour cet exil plutôt que l'exécution, craignant qu'une exécution ne fasse d'Ahmadou Bamba un martyr, ce qui aurait pu renforcer sa cause. Cheikh Ahmadou Bamba vivra 7 longues années en exil, complètement isolé de sa famille, de ses amis, de ses disciples et de sa bien-aimée ville de Touba. Pendant 5 de ces années passées à Mayumba, il était pratiquement livré à lui-même, sans abri ni nourriture, exposé aux dangers des bêtes féroces et aux conditions climatiques impitoyables de la forêt équatoriale où il pleut presque toute l'année. Même les militaires les plus endurcis et les plus forts succombaient aux maladies locales et aux piqûres de mouches tsetse redoutables. Les prisonniers subissaient un voyage en mer brutal et inhumain sous la haine des gardiens. Ceux qui survivaient étaient ensuite entassés dans des conditions inhumaines, souvent morts de maladies, des attaques d'animaux féroces ou simplement de l'incapacité à s'adapter au climat. L'objectif des autorités coloniales est toujours le même: éliminer Cheikh Ahmadou Bamba. Cependant, malgré toutes ces souffrances, il n'a jamais abandonné sa foi. Pendant son exil, il a écrit des poèmes dédiés au prophète Mohammed, son guide et maître, affirmant que ses seules armes étaient le stylo et l'encre qu'il utilisait pour combattre l'arrogance des colons blancs. Ahmadou Bamba n'a jamais prôné la violence, préférant lutter contre l'ennemi intérieur, les vices en chacun de nous. Il voyait son exil comme une mission assignée par Dieu, contrairement à ce que pensaient les colons qui espéraient que son éloignement diminuerait son influence en Afrique. Ahmadou Bamba doit faire face à un véritable cauchemar. Les autorités françaises étaient déterminées à se débarrasser de lui. Dans une île où il était logé avec des soldats, il a dû supporter de les voir jouer, boire et fumer devant lui, bien que cela le mette mal à l'aise. Un jour, ses ennemis l'ont placé dans un passage étroit et ont lâché un taureau furieux et dressé pour l'éliminer. Il pensait que le taureau l'écraserait, mais miraculeusement, le taureau est mort subitement devant lui, préservant ainsi Ahmadou Bamba. Ahmadou Bamba endurera tellement d'épreuves et de mauvais traitements sur l'île de Mayumba au Gabon qu'il déclarera plus tard dans ses poèmes: il y a des événements pendant mon exil que je ne révélerai jamais par respect pour mon Seigneur.
De plus, lors de son séjour au Gabon, Ahmadou Bamba a entretenu une correspondance importante avec le résistant Samori Touré, également déporté au Gabon. Lorsque ce dernier décède des suites de maladies endémiques, Ahmadou Bamba effectue la prière des morts en sa mémoire depuis Lambaréné au Gabon. Il a également retrouvé Samba Laobé Penda Ndiaye, un ancien roi du Jolof également exilé au Gabon pendant 5 mois. Bien que l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba ait été initialement prévu comme définitif, plusieurs événements vont jouer en sa faveur. Un savant mour au nom de Cheikh Sidja intervient en sa faveur auprès des autorités coloniales. De plus, Cheikh Ibrahim Fall, fervent disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, réussira à convaincre le député du Sénégal, François Carpeaux, de l'innocence de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce député s'engagera donc à réhabiliter Ahmadou Bamba après son élection. De plus, depuis le départ de Bamba du Sénégal, la révolte des disciples ou talibés avait entraîné une chute drastique de la production d'arachide, mettant en péril les intérêts de la bourgeoisie de Saint-Louis, la capitale du Sénégal à l'époque. Enfin, après 7 ans d'exil, le comportement exemplaire et pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon finit par convaincre les autorités françaises de le ramener au Sénégal le 11 novembre 1902. Le même jour, le navire sur lequel il était parti arrive à Dakar après 15 jours de voyage en mer. Son retour au Sénégal après l'exil a été un moment puissant et il était plus fort que jamais. Le simple fait qu'il ait survécu à cette période d'exil était considéré comme un miracle en soi. Il a été accueilli par ses disciples et acclamé par la foule car beaucoup pensaient qu'il était décédé. Après son retour, Ahmadou Bamba commence à attirer encore plus de disciples, peut-être même plus qu'avant son exil. Les gens venaient de partout pour rejoindre sa voie, satisfaire leurs besoins ou le féliciter, attirés par sa renommée grandissante. Cependant, les autorités françaises avaient renforcé leur répression contre tout chef religieux musulman capable d'attirer des adeptes ou de détenir une certaine forme de pouvoir. Ahmadou Bamba était constamment surveillé car les Français le considéraient toujours comme une potentielle menace pour leur autorité, en partie à cause des rumeurs et de ses démonstrations occasionnelles de défiance envers le pouvoir mondain. De plus, des individus jaloux se sont glissés parmi les visiteurs du cheikh et avant même son retour chez lui, ils avaient déjà exprimé leurs inquiétudes par jalousie, mettant en avant ce qu'ils percevaient comme des signes de troubles potentiels parmi les adeptes du cheikh. À mesure que le nombre de ses disciples augmentait, ses adversaires devenaient plus nombreux et plus actifs. Des provocateurs réussiront même à semer des doutes au sujet du cheikh, au point qu'un groupe a été envoyé pour l'arrêter. 6 mois seulement après son retour du Gabon, les mouvements de foule incessants ont de nouveau inquiété les autorités coloniales et Ahmadou Bamba sera arrêté une nouvelle fois. Cette fois, il va être exilé en Mauritanie, escorté par 150 tirailleurs et 50 spahis. Ces soldats avaient pour mission de brûler le village au cas où le cheikh y cacherait des armes. Cependant, cet exil, qui aura duré 4 ans, de 1903 à 1907, a été très différent du précédent. En Mauritanie, Ahmadou Bamba est entouré de ses disciples soufis et était respecté. Ses adeptes continuaient de le suivre, même en Mauritanie, et certains veulent même organiser une révolte violente. Cependant, comme d'habitude, le cheikh s'y oppose en déclarant « Je n'espère le soutien d'aucun ami, ni ne crains l'agression d'un ennemi. Je me suis entièrement soumis à Dieu. » Ahmadou Bamba ouvrira même une école en Mauritanie pour poursuivre sa mission d'éducation spirituelle. C'est là-bas que l'ordre soufi Mouridia a été officiellement reconnu, selon la croyance qu'Ahmadou Bamba avait reçu la vision du prophète Mohammed lui-même. En avril 1907, grâce à sa conduite irréprochable, Ahmadou Bamba obtient enfin son retour au Sénégal, marquant ainsi un tournant dans sa vie. Au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba sera contraint de vivre dans différents endroits sous surveillance, d'abord à Louga, puis à Diourbel.
Cependant, les autorités françaises ont finalement réalisé qu'ils n'avaient aucune intention de se battre contre elle. À cette époque, les disciples du cheikh étaient déterminés à le rejoindre, parcourant des mois entiers de voyage entre la Mauritanie et le Sénégal pour lui rendre visite pieusement. Ils apportaient avec eux de précieux cadeaux. C'était bien plus qu'une simple visite, c'était un acte de foi profonde. Pourtant, les colonisateurs français avaient du mal à comprendre que la seule préoccupation du cheikh était la prière et le service à son maître, le prophète Mohammed. Ils ne pouvaient pas croire que derrière ces gestes pieux se cachait le début d'une communauté qui allait devenir l'une des confréries soufis les plus influentes au monde. Les dernières années de la vie de Ahmadou Bamba sont restées intenses. Son but ultime était de préserver la spiritualité de sa société par l'éducation, créant ainsi une population consciente résistant à l'emprise coloniale. Sa stratégie était de transformer la société de l'intérieur et pacifiquement. Ahmadou Bamba s'est engagé en faveur de la paix même dans ses derniers jours. Il a rassuré les Français en affirmant que lui et ses partisans ne cherchaient pas à perturber, mais à œuvrer pour la non-violence et la transformation spirituelle. En 1919, les Français l'ont honoré en le nommant chevalier de la Légion d'honneur, mais il refuse de porter la médaille, préférant rester en dehors des affaires mondaines. 2 ans plus tard, il organise publiquement la commémoration de son exil, encourageant les mourides à célébrer par la prière, la lecture du Coran et le partage de repas. Ahmadou Bamba décède finalement à l'âge de 74 ans le 19 juillet 1927 sans malheureusement voir les Français quitter le Sénégal. Son héritage est immense, transformant la confrérie mouride en une force religieuse, économique et sociale influente en Afrique de l'Ouest. Même après sa mort, les mourides, dirigés principalement par ses descendants, ont continué sa lignée spirituelle. Aussi, parmi ses disciples notables, Cheikh Ibrahima Fall s'est distingué par son dévouement total à Cheikh Ahmadou Bamba. Son mouvement, appelé Baye Fall, a émergé sous son leadership, mettant l'accent sur une forte éthique de travail et de service. Ainsi, à côté de la vieille confrérie des Tidjanes, originaire d'Afrique du Nord et propagée par El Hadj Malick Sy au Sénégal, émerge la nouvelle confrérie des Mourides créée par Ahmadou Bamba. D'ailleurs, l'endroit où il a été exilé au Gabon est aujourd'hui appelé Sainte Montagne et les gens s'y rendent régulièrement pour s'y recueillir. D'ailleurs, voici la première chose qu'il avait écrite et déclarée à son retour au Sénégal. J'ai pardonné à mes ennemis tout ce qu'ils m'ont fait pour l'amour de Dieu qui m'a purifié de leurs accusations. Aujourd'hui, les prédictions de Ahmadou Bamba se sont réalisées. Touba, le village qu'il a fondé, est devenu une grande ville au Sénégal, célébrant chaque année le Magal en commémoration de son exil, attirant des millions de visiteurs. Son impact pacifique persiste, inspirant des générations, qu'elles soient mourides ou non. Ahmadou Bamba demeure une figure influente, rappelant la paix, la résilience face à l'adversité et la dévotion à la non-violence.